C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué et je pense que c'est vu comme une menace, justement, pour beaucoup de métiers. Euh, Comme vous avez dit, que ce soit la médecine ou que ce soit beaucoup d'autres métiers d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression, comme vous dites, c'est que ça va décharger tout cet aspect chronophage de certains métiers. On peut prendre l'exemple d'un avocat qui doit faire, pour un cas, qui doit faire énormément de recherches pour arriver à une conclusion et à une prise de décision. Et bien c'est vrai que toute l'intelligence artificielle va peut-être prendre tout cet aspect-là qui est chronophage pour remettre vraiment l'avocat au cœur même de son métier de base qui est du conseil. Et j'ai l'impression que ça va remettre beaucoup de métiers, leur métier de base qui est le conseil, quel que soit le domaine. Absolument, je pense que vous avez tout à fait raison. Maintenant, c'est aussi un danger parce que je n'ai pas envie de jeter la pierre sur un avocat ou sur une société de conseil, etc. Mais parfois, quand on est facturé à l'heure, Oui. eh bien, c'est pas quelque part, dans certains métiers, ils vont vous faire payer le temps qu'ils ont passé à aller chercher de l'information. Aujourd'hui, vous allez les menacer parce que vous allez leur dire non, j'ai pas besoin de vous payer pour aller chercher cette information-là, l'ordinateur va le faire pour moi. Donc il y a quand même une menace. Même si on dit ça va les remettre dans le cœur de leur métier, s'ils vous facturent à l'heure, c'est quelque part un problème. Il faut se réinventer. Enfin, je reprends toujours le même exemple, la Pascaline, qui est peut-être la première ordinateur intelligence artificielle qui faisait des additions. Blaise Pascal l'a inventé pour décharger son père qui faisait des calculs d'impôts pour le roi. Et quand il lui a inventé la Pascaline, il lui a rendu service. Mais si le roi s'était aperçu, enfin je ne sais pas ce que l'histoire en a dit, qu'en fait c'était une machine qui allait faire ça, peut-être qu'il aurait arrêté de payer le père de Blaise Pascal qui faisait des additions pour le roi. Donc la question c'est il faut se réinventer, mais il faut se réinventer vite pour pas, quelque part, être trop pénalisé. Vous prenez l'exemple du médecin. Est-ce qu'un radiologue aujourd'hui qui regarde une radio, peut-être moins bien qu'un ordinateur, comment est-ce qu'il va se réinventer ? Il faut qu'on arrive aussi à repositionner les gens par rapport à leurs études vers d'autres métiers un peu moins automatiques. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Je ne sais pas si je partage totalement votre avis sur le fait de se réinventer. Parce que si on prend ça à l'extrême, dans le quotidien, je me marie, je ne sais pas quelle forme de contrat je dois faire, admettons. Donc du coup, je vais faire ma recherche avec l'intelligence artificielle. J'ai 3 options. Laquelle je choisis, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne suis pas avocate. Après, je suis malade. Et je vais utiliser l'intelligence artificielle pour définir tout ce qui ne va pas chez moi. Mais finalement, quel médicament prendre ou quelle solution adopter, une fois de plus, je ne sais pas parce que je ne suis pas médecin. Et en fait, si tous les aspects de la vie, si on enlevait tous les experts et qu'on utilisait l'intelligence artificielle, donc ça c'est bien évidemment un scénario extrême, mais c'est pour extrapoler l'image que j'ai, c'est que je ne sais pas s'il y a besoin de réinventer. Il faudrait peut-être réinventer les prix ou la stratégie de pricing, certes, mais est-ce qu'il faut réinventer les métiers ? J'en suis pas sûre. Non, mais vous avez raison. C'est le métier de conseil, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, la décision, quelque part, reste toujours. Mais il faut bien voir que ces corps de métier survivent aujourd'hui parce qu'il y a une grosse partie qui est automatique, de la bureaucratie, etc. Si vous leur enlevez ça... Les métiers juniors qu'on va enlever. Peut-être les métiers juniors, mais c'est aussi... ça peut être dramatique parce que... Donc c'est là où il faut peut-être orienter plus, quelque part, donner plus d'importance à la partie conseil. Peut-être qu'aujourd'hui, quand les médecins passent... peut-être une demi-heure à remplir de la paperasse et 5 minutes à discuter avec un patient. Il faut peut-être changer le ratio. Peut-être qu'il faut qu'on passe plus de temps dans le cabinet. Et puis peut-être que les médecins à ce moment-là passeront moins de temps. Je vais me faire plein d'ennemis à faire de la paperasse, etc. Donc quand je dis réinventer, c'est peut-être changer l'ordre des choses et être plus proche de la personne plutôt que de la paperasse qui semble être très très bien faite par les machines aujourd'hui et encore plus dans le futur. Je vous disais ça parce que l'autre jour, je suis tombée sur, dans les médias, je suis tombée sur apparemment un algorithme ou une application qui vous permet de prendre une photo, par exemple, de votre chambre et de refaire toute la décoration. Et du coup, il disait « Oh mon Dieu, c'est... » Il lançait un peu une alerte en disant « Oh mon Dieu, c'est la fin du métier des ingénieurs et puis des architectes d'intérieur, décorateurs, etc. » Et je me suis dit « Mais de toute façon, on va dire dans la moyenne de la population de manière générale, de toute façon, c'est des gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'auraient pas forcément fait appel à ce genre de personnes. Puis c'est ces mêmes personnes-là qui vont utiliser cette application. Mais si j'ai un certain niveau, un certain standing et que j'achète une nouvelle maison, moi, cette application, elle ne me servirait pas à grand-chose parce que je voudrais le conseil humain. Donc, est-ce que la question, c'est pas plutôt, OK, il y aura un type de service
pour une certaine catégorie de la population, un certain pouvoir d'achat, et un autre type de service, plutôt humain, pour les personnes qui pourront se le payer. J'espère que c'est pas vrai. Enfin, j'espère aussi. J'espère qu'on n'en arrive pas là, parce que ça voudrait dire en gros qu'on ne pourra voir le médecin que quand on a de l'argent, et puis sinon on aura la machine. Donc c'est là où je dis aussi réinventer notre système de santé de manière à ce que quelque part quand même que tout le monde puisse avoir accès un peu aux médecins, quels que soient nos moyens, et puis qu'on n'envoie pas les machines chez les pauvres et les médecins chez les... On a déjà un peu ça. Quand quelqu'un est assuré en privé, il va avoir... l'accouchement va se faire, j'imagine, avec le chirurgien expert, sinon on n'a que... etc. On a un peu ça. Mais si l'intelligence artificielle accentue ça, ce serait un peu triste. Comme on parle justement de se réinventer, j'ai toujours eu l'intuition finalement, et je l'ai entendu encore aujourd'hui, c'est que étant donné que la machine utilise des données passées pour créer quelque chose, donc par exemple, si je veux imaginer comment est-ce que Rembrandt aurait peint la tour Eiffel, je peux mettre ça dans une intelligence artificielle et elle va se baser sur des photos peut-être de tour Eiffel, des photos de Rembrandt, regarder, essayer de faire quelque chose de concluant. Mais finalement, il manque l'aspect original, c'est-à-dire que il faut que la donnée soit déjà dans le système, donc c'est de la donnée passée, pour qu'elle puisse être utilisée par une intelligence artificielle. Mais qu'en est-il de la donnée qui n'existe pas encore? Et là, peut-être, est la résistance humaine, dans le sens que si on a besoin finalement que l'humain crée le contenu, peut-être innovant, pour qu'ensuite la machine suive. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui? Ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au contraire, l'IA serait capable d'imaginer des choses que l'être humain n'est pas capable d'imaginer actuellement, d'innover en quelque sorte? Alors c'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage sont des algorithmes qui apprennent des données. Donc vous avez absolument raison. Donc par exemple, l'algorithme d'addition, lui, n'apprend pas des données. Il peut faire 36 millions de fois la même addition, il ne va pas changer. Par contre, les algorithmes qui vont vous proposer d'aller manger à tel ou tel restaurant, plus ils ont vu de restaurants, plus ils vont vous proposer des choses. Et la question que vous posez, c'est est-ce qu'ils peuvent quelque part sortir des sentiers battus, sortir de ce qu'ils ont vu? En fait, encore une fois, c'est Alan Turing qui, de mon point de vue, a défini le numérique, l'intelligence artificielle, etc., qui a écrit un article très intéressant où il a dit le secret vraiment de l'apprentissage, c'est de faire des erreurs. Et en gros, ce qu'il proposait, il y a très longtemps, mais qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est de parfois vous proposer des choses au hasard et de se dire c'est pas grave si je me trompe. Et à partir du moment où on arrive à mettre des algorithmes qui font ça dans les machines, il y a un risque, parce que peut-être qu'ils vont vous envoyer dans un restaurant qui n'existe pas parce qu'ils ont fait un truc au hasard ou un restaurant complètement... Mais c'est comme ça qu'ils vont pouvoir devenir encore plus proches de nous, dans le sens où ils vont prendre des risques et ils vont peut-être se dire Rembrandt, je vais peut-être rajouter une plume dans un chapeau, ce que ne faisait peut-être jamais Rembrandt, je caricature, et peut-être que ça va plaire et ça va être un Rembrandt moderne ou ceci ou cela. Et ça, c'est en train d'arriver. Donc, c'est presque des algorithmes qui jettent une pièce en l'air, regardent si c'est pile ou face et prennent une direction qui n'était pas vraiment prévue. Donc, ce qu'on appelle parfois les algorithmes randomisés, ou parfois on dit reinforcement learning, dans le sens où on apprend et si on ajuste, on est récompensé, et puis la prochaine fois, on ira plus dans cette direction, et si on a fait faux, on ira dans l'autre direction. On est en train d'aller là-dedans, et je pense que ça sera la prochaine génération d'algorithmes qu'on verra peut-être dans la pratique. Donc, on l'a souvent mentionné, et on va enfin y venir à ce fameux chat GPT. Qu'est-ce que c'est, finalement? C'est une question très, très, très difficile. Presque philosophique. Presque philosophique. En fait, il y a deux réponses. Une réponse, disons, peut-être simple, scientifique, c'est vraiment de regarder comment vous communiquez, par exemple sur WhatsApp. Quand vous échangez des messages avec quelqu'un, vous dites bonjour ou salut, virgule, comment, et puis WhatsApp va rajouter ça va. Comment ça va? C'est lui qui va rajouter ça va. Donc il va finir votre phrase. Pourquoi est-ce qu'il rajoute ça va? Parce que le système WhatsApp, le logiciel, l'algorithme, il regarde le passé de toutes les conversations qu'il y a eu, puis il remarque que la plupart du temps, quand on dit salut, virgule, comment, eh bien la plupart du temps, on met ça va. Donc statistiquement parlant, c'est ça va qui vient le plus souvent après comment. Alors parfois, c'est particulièrement pénible parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on voulait dire et c'est très énervant. D'accord? Donc c'est comme ça que fonctionne WhatsApp. Est-ce qu'il se base sur l'historique de mes conversations ou des conversations en général? Je pense que c'est les conversations en général. Peut-être je dis des bêtises, mais le système, je pense... peut-être qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je ne vais pas dire de bêtises. Mais le principe est de passer. ChatGPT, c'est cette idée-là
quelque part, multiplié par la taille de l'Internet. Parce qu'il ne va pas juste regarder, jusqu'à 2021, il ne va pas juste regarder ce que vous avez dit dans votre conversation, ce qu'ont dit les autres. ChatGPT fait la même chose, il complète, mais en regardant tout ce qui a été sur Internet jusqu'en 2021. Donc son champ d'investigation est énorme. Il dit, si vous dites salut, virgule, comment ça, il va vous mettre ça va. Si ensuite vous rajoutez une autre phrase, il va regarder qu'est-ce qui a été dit dans le passé. Une fois qu'on a dit salut, virgule, comment ça va, au fait Spinoza, qu'est-ce qu'il a fait vraiment, il va regarder dans le passé qu'est-ce qui a le plus souvent apparu après ces deux phrases. Et en gros, ce que fait ChatGPT, c'est exactement ce que fait votre système WhatsApp, mais à une échelle beaucoup plus grande. Mais c'est le même principe. Qu'est-ce qui a apparu le plus souvent dans le passé sur Internet en suivant la première question, la deuxième question, la première réponse, la deuxième réponse, etc. Et c'est ça, ChatGPT. Maintenant, ça, c'est la réponse un peu technique. C'est pas très sorcier, en fait, quand on y pense, mais c'est très puissant parce que quand on arrive à prendre toutes les données d'Internet, eh bien, ça donne des résultats complètement hallucinants parfois. Alors, quand vous dites Internet, c'est quoi Internet pour vous dans ce cadre-là? Alors, dans ce cadre-là, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est une grosse partie des pages web qui étaient disponibles jusqu'à 2021. D'accord. Donc, en écrit uniquement, pas écrit. en oral. Apparemment, c'est la prochaine génération, l'oral. Oui, je pense que c'est tout ce qui était écrit, alors beaucoup en anglais, mais évidemment, il y a la version française qui a regardé le français, et puis la version chinoise. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une version chinoise, mais d'autres versions. Ok. Et donc, il va se référer sur le passé, sur tout ce qui a été le plus souvent fait pour donner une réponse actuelle. Mais si, alors je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais si je pose une question qui n'a jamais été abordée ou s'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas de réponse à ma question, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Alors, tous les mots ont déjà été utilisés. Oui. Donc, il prend la combinaison des mots et il dit, je prends cette combinaison de mots, je regarde probabilistiquement, qu'est-ce qui est apparu le plus souvent. Peut-être que ce n'est pas 6 mots, c'est comme quand vous tapez une requête sur Google. Parfois, il vous enlève un des mots, il vous dit, sur les 2 premiers mots que vous avez demandé, j'ai des pages web. Sur le 3e, vous avez même un petit trait dessus. Donc, c'est un peu le même système. Donc, il regarde les questions que vous avez posées. Pour lui, le fait que ce soit une question, pas de question, etc., c'est juste un point d'interrogation qui apparaît. Alors maintenant, les gens qui ont programmé ChatGPT ont fait en sorte qu'il y a des questions considérées sensibles où il ne va pas vous répondre. Il va vous dire « Ouh là là, non, je ne préfère pas m'aventurer sur ce terrain, etc. etc. » C'est vrai ? Oui, par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un avait posé une question « Est-ce que vous pouvez me sortir un verset qui ressemblerait au Coran, par exemple ?» Et ChatGPT a sorti un verset qui ressemblait au Coran. Et j'ai remarqué, quelqu'un m'a dit que quelques jours plus tard, une autre question du même genre, ChatGPT a dit non, je ne sais pas faire. Alors évidemment, je pense qu'il y a des ingénieurs derrière qui prennent des précautions comme ça pour ne pas froisser des gens, pour pas faire en sorte qu'il y ait des gens qui aillent brûler les locaux de OpenAI, etc., etc. Donc il y a l'algorithme initial et il y a des garde-fous. Mais est-ce que ce n'est pas l'essence même de l'intelligence artificielle ou de quelque chose comme ChatGPT qui est justement avoir cette liberté? Est-ce qu'une fois de plus, on va créer quelque chose et lui mettre des contraintes? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce système qui dialoguait avec les gens, qui commençait à prendre des photos de gens de couleur noire en disant que c'est des singes et l'inverse, etc. Là, c'est des limites qu'on a envie de mettre absolument. Donc, les injures, le racisme, l'homophobie, etc. Je pense que la liberté totale, avec un engin qui va très 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 vite, c'est très très dangereux. Donc les garde-fous sont importants. Maintenant, qui doit les mettre, comment les mettre, ça c'est une